tout le monde, bienvenue dans ce webinaire FRQNet 2.0 qui porte aujourd'hui sur les nouvelles fonctionnalités destinées aux établissements gestionnaires concernant surtout les approbations des demandes d'aide financière. Alors, je me présente, je suis Mathieu Fortin, je suis le directeur des technologies de l'information et du bureau de projet pour le Fonds de recherche du Québec. Je suis accompagné aujourd'hui par Caroline Trouvé, qui est dans mon équipe, qui est analyste de processus. On est là aujourd'hui pour vous présenter des contenus, mais bien entendu, c'est une première itération. Donc, ce que je présente aujourd'hui, ça va continuer d'évoluer, mais c'est le produit minimum viable là, qui va vous permettre de travailler dans les programmes qui ont besoin d'une approbation dans la nouvelle plateforme. Aujourd'hui, c'est la même formule que pour les webinaires FRQNet qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que je présente les contenus, il y a une petite démonstration qui est prévue. Par la suite, bien entendu, il y a une période d'échange et de questions qui est planifiée. Mais au fur et à mesure, si vous voulez réagir, poser des questions, vous pouvez le faire directement dans le question-réponse ou la conversation Teams. Puis, on va vous répondre au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Donc, inutile de préciser, encore une fois, que le webinaire sera déposé sur la chaîne YouTube du FRQ. Et puis, dans les prochains jours, d'ici vendredi, je vais vous partager la présentation en format PDF, là, comme à l'habitude. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, le webinaire aujourd'hui, bien sûr, c'est sur les approbations de demande, mais je n'ai pas le choix de parler du projet FRQNet 2.0 en général. Donc, c'est un projet qualifié au sein du gouvernement du Québec. C'est très important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de points de contrôle associés à cela. Donc, aujourd'hui, on parle des services administratifs. Le 29 avril dernier, j'ai fait la même présentation, le même principe de présentation pour les agents de liaison universitaires. Peut-être qu'on en a encore ici aujourd'hui avec nous. Mais vous allez voir que tout ça, c'est bien intégré. Donc, il y a une certaine continuité entre la présentation que j'ai faite le 29 avril et celle d'aujourd'hui. Il est important de préciser que les approbations de demande que vous allez faire suivant la procédure que je vais démontrer, c'est uniquement pour la nouvelle plateforme. Ce ne sont pas tous les concours qui sont ouverts dans la nouvelle plateforme le 9 juillet, ça c'est demain, mais uniquement des programmes de chercheurs boursiers du secteur santé, aussi les programmes pour la relève professorale NTSC. Donc, ce sont des octrois individuels. Je vais y revenir un peu plus tard, là, mais il faut savoir que il y a certaines demandes qui vont être approuvées dans la nouvelle plateforme et les autres seront dans l'ancienne plateforme pour la dernière fois. Donc, le projet FRQNet 2.0, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est la mise à jour de notre système de mission. Donc, on est en soutien au développement de la recherche scientifique au Québec. C'est FRQNet qui nous permet de gérer le processus d'octroi de financement. Donc, c'est un système qu'on dit de mission. En d'autres mots, sans FRQNet, on ne pourrait pas atteindre les objectifs de notre organisation. Donc, c'est pourquoi c'est au centre de nos intérêts. Donc, tout le suivi de ce projet, il y a un tableau de bord sur le site du gouvernement du Québec. Vous pouvez suivre l'évolution. Donc, c'est un projet qui est échelonné sur 4 ans. Puis, je vais vous parler de la planification aujourd'hui. Besoin à l'origine du projet, on souligne que l'ancienne plateforme, celle que vous utilisez depuis ces dernières années, c'est un système qui est presque en mode désuétude. Donc, on est en train de faire on est toujours en train de rehausser la sécurité de la plateforme pour répondre aux standards minimums, mais on n'a pas le choix de passer à des technologies plus récentes parce que l'infrastructure était vieillissante, puis on avait des besoins de ce côté-là. Il y avait aussi des besoins opérationnels importants, donc un manque d'intégration entre différents processus. Donc, moi, je suis conscient que dans les bureaux de recherche, vous avez besoin, bien entendu, de faire certaines tâches en lien avec les opérations, mais il y a d'autres opérations qui seraient plus faciles là, de visualiser, de vous permettre de faire un peu d'analyse de données. Donc, ça, c'est prévu dans le projet. Un peu plus tard, on pourra revenir sur ça. Donc, je garde toujours cette diapo pour dire que, bien entendu, un projet comme celui-ci d'envergure, on a beau avoir une bonne planification, une bonne gouvernance, une bonne gestion des risques, de bons processus documentés.
mais les personnes, donc les individus qui adhèrent au changement, qui permettent, disons, la dissémination des compétences en lien avec le projet, ben, c'est ça qui fait la grande différence. Puis j'aimerais souligner le fait qu'on travaille au fond de recherche avec un comité aviseur, avec certains membres des bureaux de recherche. Puis on parle souvent de ce projet-là. Puis ça m'aide à bien orienter les choses. Donc aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau volet. Donc la collaboration avec les membres des établissements, là, c'est vraiment au balbutiement seulement. Ça va se poursuivre. Pour notre clientèle, donc moi, je m'occupe principalement de 3 clientèles sur 5. Donc, ce que je veux dire par clientèle, c'est que la portée du projet, c'est bien entendu notre client final. Ça, c'est l'étudiant, c'est le chercheur, le titulaire d'octroi, vraiment qui reçoit les services. On a aussi la clientèle intermédiaire. Ça, c'est nos membres de comité d'évaluation. C'est vous, c'est le personnel des établissements de recherche. Puis, on a notre clientèle interne aussi, qui ce sont nos employés qui travaillent dans la plateforme. Il y a d'autres projets en ressources informationnelles qui pourront couvrir les parties prenantes puis le grand public du FRQ, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est vraiment concentré sur ces 3 clientèles-là pour le projet. Tout à l'heure, je l'ai dit, je le répète, c'est très important. Donc, ça, c'est aussi disponible sur notre site web. En juillet 2026, plus précisément demain, le 9, donc, on ouvre les formulaires pour les programmes de bourse de carrière et de subventions individuelles dans la nouvelle plateforme. Donc, tous les autres programmes continuent de s'ouvrir dans l'ancienne plateforme. Donc, vous allez continuer vos activités dans l'ancienne plateforme encore pour un cycle. Je vous dirais qu'on est dans le cycle le plus, où il y a une, disons, on va dire une tension entre 2 parties du projet. Donc, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas nécessairement convivial de travailler dans 2 plateformes, mais on n'a pas le choix pour permettre l'intégration progressive. Donc, on travaille en méthode agile, donc on passe un cycle après l'autre, puis on fait les ajustements au fur et à mesure. Mais on vise vraiment qu'en juillet 27, tous nos programmes, donc je ne sais pas exactement quelle date, 9 ou 10 juillet 2027, tous les programmes vont uniquement se gérer dans la nouvelle plateforme. Bien entendu, il va rester les octrois des années précédentes, par exemple, tout ce qui est rapport financier, ça risque de suivre un peu plus tard dans l'année, mais en juillet 27, vous allez uniquement travailler avec les outils que je vais présenter aujourd'hui. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, nous, au Fonds de recherche, on ouvre une grande quantité de formulaires pour notre clientèle. Donc, l'an dernier, de juillet 25 à avril 26, qui est notre cycle de formulaires, on est à près de 180 formulaires pour notre clientèle. Puis là, ça démarre à partir du 9 juillet, demain. Donc, demain, s'ouvriront 33 formulaires dans l'ancienne plateforme et 48 dans la nouvelle. Donc, il y a un basculement. Donc, on commence à gérer notre majorité là, dans la nouvelle plateforme, ce qui est très positif. Bourse de formation, bourse de carrière, subventions individuelles. Ce sont nos programmes avec le grand volume. Ça va se passer uniquement dans la nouvelle plateforme. Donc, ce qui est à surveiller demain. Demain, à compter de 9 heures, on va mettre à jour notre site web. Là, vous allez pouvoir consulter les pages de nos règles des programmes. Tous les nouveaux concours seront disponibles. Il y a une actualité qui va être publiée sur le site web, mais vraiment la partie plus importante, c'est l'infolettre à 13h30, où là, vous allez avoir plus d'informations sur les faits saillants, puis des liens vers des webinaires qu'on a fait récemment. Donc, demain, non seulement on a les formulaires, mais il y a les nouvelles fonctionnalités qui vont être aussi accessibles. Ce que je vais présenter aujourd'hui, ce n'est pas tout déployé, là. Vraiment, le déploiement complet, c'est seulement demain que ça va se passer. Un petit portrait de ce que vous avez à surveiller en tant que membre d'un établissement gestionnaire. Donc, en mai dernier, on a commencé les confirmations d'inscription des titulaires de bourse, donc les concours qui ont été ouverts dans la nouvelle plateforme l'an dernier. Juillet 26, donc on fait le suivi et l'approbation des demandes de bourse de carrière et subventions de la relève professorale. Je l'ai répété, mais je le redis encore. L'an prochain, en juillet 27, on fait la même chose, mais pour tous nos programmes, incluant les subventions d'équipe et de regroupement. En avril 28, on s'approche de la fin du projet. Donc, c'est toute la portion rapport financier, les octrois, toute la gestion des transferts interétablissements, ça va se faire à ce moment-là.
Puis, on vise la migration complète des données en juillet 28. Donc, carrément, ce que ça veut dire, c'est l'abandon de l'ancienne plateforme. Puis ça, je vais vous revenir là-dessus parce qu'il y a quand même un historique que vous pourriez avoir besoin. Là, donc, de m'assurer que tout ce que vous aviez en tant que rapport financier, par exemple, vous pourrez encore aller le chercher au moment de fermer l'ancienne plateforme. Un principe de confidentialité par défaut, étant donné qu'on travaille avec des nouvelles méthodologies, disons, pour le projet FRQNet 2.0, la plateforme elle-même est conçue selon un principe de confidentialité par défaut. Donc, seuls les renseignements strictement nécessaires à l'exécution des processus sont accessibles en fonction des rôles et des privilèges attribués. Ça, ce sont les accès que je vais vous présenter. Les accès aux données sont encadrés, minimisés, cohérents d'un système à l'autre, avec une gestion des rôles harmonisée entre l'ancienne et la nouvelle plateforme pour assurer la continuité et la protection des données à l'intérieur. Les développements qu'on fait dans mon équipe au fonds de recherche intègrent la conception dès la conception les exigences légales et organisationnelles en matière de protection des renseignements personnels en vertu de la loi sur l'accès. Puis, on soutient une utilisation responsable et conforme des renseignements de sa clientèle. Donc, on est conforme à la loi 25, bien entendu, sur la nouvelle plateforme. L'ancienne aussi, on a des mesures d'atténuation du risque, mais disons que la nouvelle plateforme, c'est beaucoup plus facile. Ce que ça veut dire pour vous? Donc, il se pourrait que dans la nouvelle plateforme, il y ait une modification de l'accès à certaines données concernant les personnes candidates aux bourses. Là, ici, je parle vraiment des bourses de formation. Là. Il n'y a pas juste des agents de liaison aujourd'hui, on a aussi des membres des bureaux de recherche qui s'occupent moins des bourses, mais c'est important de le souligner. Puis, on fait vraiment une transformation, une adaptation des outils dans l'espace établissement de la nouvelle plateforme. En ce qui concerne les rôles et les privilèges pour les services administratifs, il n'y a pas de changement dans l'architecture des rôles. C'est la même chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les personnes qui avaient des accès actifs dans l'ancienne plateforme, puis on les a répliqués dans la nouvelle, tout simplement. Donc, la procédure qui concerne la création des rôles et des privilèges que vous connaissez puis que vous maîtrisez depuis toutes ces années, mais ça continue, puis vous allez continuer de le faire pour le moment dans l'ancienne plateforme encore. Autrement dit, là, c'est sûr que ça ne va pas se passer comme ça éternellement. Là, donc, les développements qui vont permettre la création des rôles dans la nouvelle plateforme, ça, je vais vous revenir sur ça. Donc, pour le moment, vous gérez vos rôles comme vous avez l'habitude de le faire. On est déjà arrivé au moment de la démonstration. C'est une démonstration qui est assez simple. Il y a deux principaux volets dans ma présentation. Donc, d'abord, l'approbation des demandes elles-mêmes et aussi la gestion des dates limites personnalisées pour vos chercheurs dans vos établissements. On a deux guides qui sont importants à consulter. Il y a bien entendu le guide pour les personnes candidates, le guide général sur FRQNet, qui inclut les portions création de compte, authentification multifacteur. Ça, c'est important pour vous de le connaître, de le comprendre. Puis, il y a aussi le guide pour l'espace établissement qui détaille tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, peut-être ma collègue Caroline pourrait déposer les liens directement dans la conversation. Donc, ce sont des permaliens. Vous pourrez consulter les documents à ce moment-là. Puis, les liens, bien entendu, sont disponibles dans la présentation que je vais vous envoyer par la suite. Donc, permettez-moi de faire une petite manipulation pour basculer du côté de FRQNet. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est FRQNet dans un environnement de développement. Donc, ce n'est pas ce qui se trouve en production là, accessible pour vous. C'est vraiment pour les fins de la présentation que je vous amène ici. Donc, en tant que membre d'un bureau de recherche, je vais faire ce que vous allez faire. Donc, je vais commencer par me connecter à la plateforme avec les mêmes accès qu'à l'habitude. Donc, vous arrivez ici toujours sur l'espace demande. Ça, c'est le même espace que le chercheur va avoir, par exemple, pour remplir un formulaire. Moi, je vous amène dans le nouvel espace établissement qui est ici dans le menu à gauche, qui va être disponible pour vous au plus tard demain. Donc, dans espace établissement, vous avez approbation et programme.
qu'il faut retenir, c'est que approbation, c'est pour effectuer les approbations des demandes, puis programme, c'est plutôt pour gérer les dates limites personnalisées par concours ou par dossier, puis je vais vous montrer ça par la suite. Donc, le tableau des approbations, c'est un tableau qui est intégré avec tous les types d'approbations que vous pourriez avoir à faire, tant les confirmations d'inscription que les approbations des demandes pour les bourses de carrière et les subventions. Donc, c'est normal qu'ici, dans le type d'approbation, je vais avoir deux menus parce que le compte que j'utilise pour faire les tests, il est à la fois agent de liaison puis bureau de recherche. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les approbations de demande. Donc, une fois qu'on a sélectionné ça, vous allez sélectionner la période. Ça, c'est la période des concours. Donc, toutes les dates limites qui se situent entre le 1er avril et le 31 mars vont s'afficher en sélectionnant cette période. Le troisième champ, c'est approbation terminée, oui ou non. Ça veut dire, est-ce que je veux voir toutes les approbations que j'ai faites dans le passé et ceux qui sont à venir, ou seulement celles qui sont à venir. Donc ça, vous pouvez faire le choix de ce moment-là. Puis, on va cliquer tout de suite sur « Rechercher ». Là, ça présente un tableau comme celui-ci. C'est un tableau qui est très dynamique. Donc, vous pouvez utiliser le champ ici de recherche qui va aller puiser là, dans tous les champs qui sont disponibles ici. Mais vous avez, bien entendu, au sommet de chaque colonne, une possibilité de faire un tri. De cette façon-là, comme ça, vous pourrez prendre le temps de regarder. Puis, il y a les options de recherche ici qui fonctionnent bien. Donc, si je veux retenir seulement un élément, ça se passe comme ça. C'est très dynamique. La grande différence avec l'ancienne plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de rentrer dans une multitude d'écrans et d'onglets pour finalement atteindre le dossier qui est à approuver. Vous pouvez travailler en lot si vous le souhaitez. Je sais qu'on a des établissements qui ont énormément de demandes à traiter. On estime que cette façon de travailler-là, ça devrait vous aider. Donc, j'aimerais prendre le temps de regarder chacune des colonnes avant de faire une démonstration d'une approbation en tant que telle. Donc, le nom, c'est bien entendu le nom de la personne candidate, son courriel, si vous avez besoin de communiquer avec cette personne. Vous avez ensuite le numéro de demande qui s'affiche. Ensuite, vous avez l'identifiant interne. Ça, c'est l'identifiant interne de l'établissement pour la demande. Donc, c'est un champ qui est à votre disposition si vous voulez sauvegarder, je ne sais pas moi, une remarque là, pour faire le suivi concernant cette demande. Vous sélectionnez sur le premier carré ici, puis vous pouvez enregistrer le brouillon tout simplement. Puis ça, c'est quelque chose qui va juste être pour vous, bureau de recherche. Le candidat ne le voit pas. Nous, au fond de recherche, on ne se sert pas de ça. C'est vraiment destiné à vos usages. La période, on en a parlé tout à l'heure. La compétition, ça, c'est le concours. Donc, aujourd'hui, on a créé un concours pour les fins de la démonstration qui va être celui-ci, un concours de recherche-création. Ensuite, vous avez les types d'approbation. Les types d'approbation qui sont exactement les mêmes que dans l'ancienne plateforme. On n'a rien changé de ça. Donc, approuver la demande, retourner au candidat ou rejeter la demande. Vous avez également une information complémentaire concernant l'approbation qui est surtout utilisée, à ma connaissance, dans le cas d'un retour au candidat. Donc, vous voulez retourner la demande au candidat en lui demandant de préciser ou de corriger des documents joints. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez inscrire vos commentaires dans cet élément-ci. Puis, on va l'intégrer dans la notification qui part vers la personne candidate. Mais je sais que, par expérience, je sais que nos chercheurs, souvent, ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement qu'un bref commentaire dans une notification. Moi, je vous recommande, bien entendu, de communiquer par courriel ou autrement là, avec vos chercheurs dans vos établissements. En ce qui concerne les documents, ça, c'est très important. Les documents qui sont ici, donc, ils sont dynamiques. C'est vraiment en temps réel. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque le chercheur il fait une création de demande, là, il va aller identifier votre établissement. Au fur et à mesure qu'il va compléter sa demande, qu'il va sauvegarder des sections, qu'il va ajouter des PDF, les documents vont s'ajouter ici. Mais c'est seulement, comme dans l'ancienne plateforme, au moment où il transmet la demande à l'établissement qu'il va y avoir une consolidation des documents qui va être effectuée. Donc, vous allez toujours pouvoir retrouver en bas de la liste là, les documents les uns après les autres, mais vous allez avoir la consolidation complète
pour vous permettre de faire l'approbation qui va être disponible. Si vous faites retourner à la personne candidate, là, la personne candidate a fait ses changements, puis elle vous retourne, bien, ça recrée une autre fois une consolidation pour vous permettre d'approuver. Donc, ça, c'est pour la partie document. Terminé, ce que ça signifie, c'est est-ce que l'approbation a été faite, oui ou non? Puis, vous avez la date d'approbation, puis la personne qui a fait l'approbation. Je sais qu'au sein d'un grand bureau de recherche, il peut y avoir plusieurs conseillers à la recherche qui font des approbations, donc vous pouvez facilement voir qui a fait le suivi auprès du chercheur à ce moment-là. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est normal que certaines lignes soient grisées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que FRCNet 2.0, il est conçu sur le concept de la tâche. Donc, si vous avez un dossier qui est créé par un chercheur dans votre établissement, vous pouvez consulter, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez vous préparer, pas de problème, mais vous ne pouvez pas effectuer d'approbation en tant que tel tant que le dossier ne sera pas transmis à l'établissement. Donc, du moment que le chercheur transmet sa demande, le dossier n'est plus, en fait, vous avez la case cliquable ici, puis vous pouvez aller faire les actions qui sont ici. Autrement dit, les autres, là, qui sont toujours grisés, ce qui est tout à fait normal. Vous avez, bien entendu, le bouton d'exportation en Excel. C'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Je ne sais pas si vous voulez faire des statistiques après une année, combien de demandes on a approuvées, qui le fait dans votre établissement. Donc, ce que ça fait dans Excel, c'est que ça va juste chercher chacune des colonnes, puis ça ramène ça dans un document que vous pouvez traiter. Ça, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent de ce côté-là, mais aujourd'hui, l'exportation Excel, c'est l'export de base, puis je pense que ça va être suffisant pour faire l'action d'approbation. Donc, moi, j'aimerais dès maintenant faire une démonstration d'approbation. Je vais prendre un des dossiers que j'ai préparés. Donc, on va prendre celui-ci, puis on va prendre 3 dossiers comme ça. Bon. 3 dossiers qui ont été transmis à l'établissement. Alors, lorsque le chercheur a transmis son dossier à l'établissement, moi, en tant que bureau de recherche, j'ai reçu une notification qui me dit bonjour, vous avez une demande à approuver, puis il y a les détails qui sont dans la notification courriel. Donc, je viens ici, là, je consulte les documents, c'est très bien. Je peux dire, par exemple, celle-ci, je vais l'approuver, celle-ci, je vais la retourner, puis celle-ci, je vais la rejeter. Donc, vous pourriez mettre vos commentaires là-dedans. Puis, quand tout ça, c'est beau, vous pouvez enregistrer le brouillon si vous voulez y revenir plus tard, mais sinon, on fait la soumission de la sélection. Puis, les approbations ont été soumises avec succès. Là, on s'entend ensemble que le chercheur pour qui on a fait, vous voyez, la notification concernant l'action que je viens de faire vient de rentrer, c'est tout à fait normal. Je devrais en recevoir 3. Donc, les chercheurs qui ont eu une demande retournée, là, il ne faut pas les laisser comme ça, là. Même si vous, c'est grisé de votre côté, il faut faire un suivi avec le chercheur autrement pour s'assurer qu'il retransmette avant la date limite. Ça, c'est très important. Donc, pour ça, vous avez l'adresse courriel qui est ici. Donc, moi, je m'arrêterai là pour la portion approbation de demande. J'aimerais ça vous amener maintenant dans l'onglet Programme. Ici, ça, c'est un design qui est un peu différent, là. Donc, vous avez tous les concours qui sont actifs. Ce que je veux dire par un concours actif, là, c'est qu'il va y avoir des demandes à approuver au sein de ces concours-là. Donc, tant que la date limite n'est pas atteinte, vous pouvez aller choisir les concours en question. Je vais faire un exemple d'une date limite interne que j'ai gérée par concours, puis je vais faire un exemple aussi pour une personne. Donc, on vient ici dans Configurer. On a les informations de base concernant le concours. Donc, vous avez ici le nom d'établissement que j'ai utilisé, FRQ Test. Puis, vous avez la date limite du concours pour FRQ Test que vous pouvez placer à l'intérieur du calendrier. Puis, lorsque la date n'est pas sélectionnable, évidemment, c'est parce que c'est dépassé la date limite, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous pourriez mettre 1 heure comme ça, etc. Puis ça, le chercheur, il le voit de son côté dans son espace demande. Puis, il s'affiche aussi dans son formulaire, dans la section Instructions. Donc, ça, c'est assez transparent. Mais par expérience,
sur une note plus personnelle, là, je peux vous dire que j'étais là dans la première implantation il y a plusieurs années. Là. Ce que j'ai observé, c'est que, bien sûr, c'est important, les dates limites internes, c'est tout à fait correct d'en mettre dans l'établissement, mais il faut communiquer, répéter, parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement compris par toute la communauté de chercheurs. Les gens se réfèrent beaucoup à nos sites web, puis les dates limites des établissements ne sont pas sur notre site web à nous. Le frq.gouv.qc.ca, ce n'est pas là. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est si vous avez décidé de date limite interne, communiquez avec vos chercheurs pour dire, bien que la date limite du concours FRQ, c'est telle date, ben, nous, on décide que, en général, votre date limite interne, c'est telle date. Donc, ça, c'est pour la première date limite interne qu'on peut fixer. Maintenant, allons-y avec une date limite personnalisée. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'ancienne plateforme, mais sans doute qui peut être utile. Donc, ici, vous pouvez sélectionner le nom d'un chercheur. Donc, ici, on dit le chercheur Mathieu Fortin. Lui, il a créé en fait des demandes pour les concours qui sont à approuver dans mon établissement. Donc, vous pouvez choisir un des dossiers, vous placez une date d'extension, puis vous sélectionnez ça, vous enregistrez, et voilà, votre date limite est ici. Donc, ça, vous pouvez la modifier, bien entendu, si c'est au besoin, là, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que j'ai besoin de rappeler que vous ne pouvez pas fixer de date limite interne après la date limite du concours? Je pense que ça va de soi. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On n'a pas changé ce qui concerne, vous savez, dans les règles générales communes, on dit que le chercheur, lui, sa date limite pour transmettre, c'est la date limite du concours, mais que l'établissement a 24 heures supplémentaires pour procéder à son approbation. Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Ça s'applique à la fois dans l'ancienne ou la nouvelle plateforme. Il me resterait quelques petits éléments pour vous à vous présenter. Donc, un point sur la responsabilité que vous avez dans les établissements à l'égard de la gestion des renseignements personnels. Donc, vous connaissez bien les changements liés avec la loi 25. Je n'ai pas le choix aujourd'hui d'insister là-dessus. Donc, les données que vous voyez là, dans tout ce que je vous ai montré de l'espace établissement, évidemment, ça contient des renseignements personnels à propos de vos employés, qui sont vos chercheurs, ou de vos étudiants, qui sont plus comme vos clients, si vous voulez. Puis, c'est important de traiter les renseignements comme tels. Donc, vous avez une responsabilité quant à la gestion responsable des données que vous pouvez trouver dans le portail. Donc, par exemple, les établissements sont responsables de la réalisation de certaines opérations permettant la gestion des octrois. Jusqu'à maintenant, on trouve la confirmation d'inscription, l'approbation des demandes. Mais si vous souhaitez traiter et diffuser des renseignements personnels que vous puisez dans ces opérations-là, il s'agit d'une utilisation qui n'est pas prévue dans les usages autorisés par nos conditions d'utilisation de FRQNet. Donc, il appartient aux établissements d'aller chercher des autorisations auprès des étudiants ou des chercheurs pour faire d'autres usages que ceux qui sont prévus dans nos textes de consentement. Donc, ça, c'est peut-être que je le dis de façon trop sommaire, là, mais ce que ça dit en général, c'est si vous prévoyez faire une utilisation différente des renseignements que vous trouvez dans l'espace établissement que ce que nous, on vous a donné comme accès pour réaliser les tâches, bien, vous êtes responsable de gérer les consentements qui vont suivre par la suite. Donc, ça, c'est très important. Une dernière diapo pour vous. Il existe une adresse courriel générale concernant le projet FRQNet 2.0. Ça tombe dans ma boîte personnelle, donc info FRQNet 2.0. Si vous avez des questions sur ce projet spécifique-là, n'hésitez pas à écrire à cette adresse. Bien entendu, on a le centre d'assistance informatique qui est très impliqué là, dans tous les développements, donc il n'y a pas de problème. Si vous avez un enjeu technique, vous pouvez écrire là. Puis, si vous avez plutôt des questions concernant les programmes, là, je vais vous référer plutôt au petit formulaire qu'on a mis sur notre site web. Ça s'implante progressivement là, dans nos règles de programme. Donc, vous avez toujours au bas de la page un formulaire nous contacter. Ça nous permet de faire le suivi sur les règles de programme. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement dans le projet